Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci de l'accueil qui nous est fait à Julia et à moi. Je parle en son nom. Je suis donc Jean-Noël Consales, professeur des universités en géographie, aménagement du territoire et urbanisme à Lyon 2. Et ma collègue et amie Julia Jacquet, qui est chargée de recherche en insertion territoriale des agricultures urbaines à l'INRAE, à l'UMR SADAPT. Donc, ce que nous allons vous proposer cet après-midi, comme vous le voyez, nous ne sommes pas juristes, donc nous n'aurons pas la prétention de rentrer sur ce domaine que nous maîtrisons mal, finalement. Mais je pense qu'on nous a invités à cette table pour un peu décentrer le regard et vous montrer comment, dans d'autres disciplines, à savoir la géographie, plus dans sa dimension de l'aménagement, on en est arrivé à ce sujet des fermes urbaines, des fermes municipales. On m'entend, c'est bon, oui. Et donc, nous vous proposons une communication intitulée De l'agriculture périurbaine aux fermes urbaines, une géohistoire récente de l'agriculture des villes. Pourquoi ce titre-là? Parce que, comme on va vous le montrer, c'est que la montée en puissance de cette question, finalement, on est sur un objet agricole très fin autour de ce séminaire, mais qu'il s'insère dans une réflexion beaucoup plus large, en géographie et en aménagement en tout cas, réflexion qui s'est inscrite dans l'espace, dans un espace, on va le voir, assez large et de plus en plus resserré vers des objets précis, mais aussi, et peut-être surtout, inscrit dans le temps, d'où cette idée de manier la géographie et l'histoire, donc une géohistoire de l'agriculture des villes. Non, vas-y, hop là. Alors, de cette géohistoire récente de l'agriculture des villes, nous vous la proposons, finalement je vais changer de regard, nous vous la proposons c'est terrible hein, de vieillir, je vous l'ai dit, n'essayez pas, nous vous la proposons en 3 temps, un temps lié à l'émergence et autour de la notion d'agriculture périurbaine et de son cadre d'analyse qui a été longtemps fonctionnel dans nos disciplines, le cadre de réflexion de la multifonctionnalité agricole. Un deuxième temps, d'ailleurs, il y a 3 fois 1, le temps de l'émergence de l'agriculture urbaine, en ce sens, on en a parlé et je crois qu'il y a une thèse qui vient d'être soutenue en ce sens. Donc, si j'ai bien compris, et des politiques publiques qui ont été dédiées. Et enfin, un 3e temps, le temps de l'émergence de l'agriculture territoriale des pâtes, dans lequel s'insère directement l'objet de réflexion qui est le nôtre pendant ce jour et demi de séminaire. Cette géohistoire récente est fondée, vous allez le voir, sur des cas d'études pris dans 2 régions distinctes que l'on suit, Julia et moi, depuis des années. La région parisienne pour ce qui est Julia et la métropole d'Aix-Marseille pour ce qui est de ma part, comme le trahit certainement mon accent. Et vous avez 2 illustrations de ces échelles territoriales que l'on va traiter, à la fois dans leur contexte géographique et à la fois dans leur réalité diverses agricoles, puisque vous avez là une première photo de la banlieue agricole de Marseille. On est là dans Marseille, dans le 14e arrondissement de Marseille, c'est-à-dire dans un arrondissement où il y a 150 000 habitants, et pourtant on a des paysages résiduels agricoles comme vous le voyez, et puis la réalité de l'agriculture urbaine que vous pouvez voir ici à Gennevilliers, plus caractéristique de l'agriculture urbaine. Alors, passons au premier temps, le temps de l'émergence de l'agriculture périurbaine et du cadre d'analyse de la multifonctionnalité. L'idée essentielle que je veux vous passer ici, c'est que en fait, la question agricole portée par des territoires dits urbains est consubstantielle de la montée en puissance de l'intercommunalité. Comme vous le voyez ici, c'est une carte assez récente qui montre
que l'intercommunalité est une réalité aujourd'hui française assez développée, souhaitée, mise à l'agenda, toujours, mais mise à l'agenda finalement depuis récemment, et que c'est dans cette montée en intercommunalité, en gros depuis le milieu des années 90, que cette question agricole est devenue réellement une question éminemment urbaine, portée par des collectivités territoriales urbaines et par la suite par des EPCI, notamment à travers leurs documents de planification et d'urbanisme. Donc on a une corrélation réellement qui se fait à partir du milieu des années 90 entre cette montée en puissance de l'intercommunalité et de l'intégration finalement de l'agriculture au sein des réflexions intercommunales. Et la rupture se fait très clairement avec les ruptures, les crises sanitaires, et notamment la crise de la vache folle qui apparaît dans les années 90, où réellement la question agricole, redevenant une question médiatique, finalement, est intégrée dans la réflexion urbaine et dans la planification. Voilà. Alors, cette montée en puissance se traduit dans la planification et l'urbanisme par une montée en puissance de la question d'abord de ce qui est nommé non pas agriculture urbaine, encore moins ferme municipale ou quoi que ce soit, mais agriculture périurbaine. On est toujours dans cette réflexion qui est une matrice encore très fonctionnelle dans notre pensée française de l'aménagement, rural-urbain, urbain-rural, et donc on est dans une réflexion vraiment où les pouvoirs politiques urbains disent autour il y a de l'agriculture, on doit composer avec cette agriculture pour tout un tas de raisons, et donc on réfléchit à notre relation à l'agriculture périurbaine. Cela se traduit très rapidement, à part quelques initiatives qui étaient précurseurs dès le milieu dès les années 70 ou les années 80, mais à partir du milieu des années 90, avec une multiplication des initiatives en faveur de l'agriculture périurbaine émanant des villes, on va dire. Et cela va même se traduire par un réseau qui est aujourd'hui constitué, qui est encore très présent, le réseau Terre en Ville, qui est un réseau d'agglomérations urbaines qui vont se regrouper pour réfléchir ensemble et se donner la puissance associative de pouvoir réfléchir à des bonnes pratiques en termes d'agriculture dite périurbaine. Cette réflexion sur l'agriculture périurbaine se fait sur une matrice théorique qui est celle de la multiple fonctionnalité qui va s'appliquer aux documents de planification et d'urbanisme, et notamment qui va s'intégrer petit à petit la question de l'agriculture via la question de sa multifonctionnalité au sein notamment des SCOT en émergence. La pensée théorique est la suivante, à l'intérieur de ces embryons de politiques publiques éparses qui vont se faire à partir du milieu des années 90 et au début des années 2000, c'est intégrer la multifonctionnalité au sein des SCOT à partir de ce cas théorique, très théorique, de qu'est-ce qu'on constate, qu'est-ce qui caractérise cette agriculture périurbaine, c'est que c'est une agriculture qui est plus qu'ailleurs frappée par une pression foncière très forte due à sa situation justement périphérique. Donc, à ce constat plutôt négatif, le cadre théorique dit face à cela, il faut intégrer, valoriser, développer des fonctions plus positives, parce que l'agriculture périurbaine, au sein des territoires intercommunaux en constitution, va assumer des fonctions sociales et culturelles multiples, bien entendu des fonctions économiques et productives qui vont dès le début être mises en avant, et notamment ce lien en disant on a des terres là à proximité qui produisent une agriculture de qualité, sans que forcément la qualité soit bien déterminée, mais la proximité fait finalement fait office de qualité, et bien entendu là aussi c'est consubstantiel de la montée en puissance de ces
politique publique, des fonctions environnementales et paysagères. Donc l'idée dans les SCOT, c'est d'intégrer, face à la pression foncière, c'est de reconnaître, de valoriser, voire d'encourager, de développer les fonctions plus positives que sous-tend cette agriculture périurbaine, et donc d'être dans le cadre de la valorisation de cette multifonctionnalité. Alors, cela s'applique, comme je vous l'ai montré dans la frise, par tout un tas de politiques publiques intercommunales qui vont se structurer avec des angles d'attaque parfois épars, et notamment l'exemple sur lequel moi j'ai commencé ma carrière de chercheur ou apprenti chercheur, qui est un cadre assez connu, qui est la charte agricole du pays d'Aubagne, qui a au milieu des années 90, à partir de 1992, on est là, comme vous le voyez, vraiment à la toute proche périphérie de Marseille. Aubagne, c'est une ville moyenne, 47 000 habitants, et qui a encore en son sein, sur son territoire, la commune, qui a une plaine maraîchère extrêmement productive, mais plaine maraîchère qui est complètement consommée, grignotée, mitée par la périurbanisation marseillaise. Donc, à la faveur d'une réflexion politique portée très à gauche, parce que c'est une ville traditionnellement portée par le Parti communiste, ça n'est plus le cas aujourd'hui, mais en fait va intégrer la réflexion de l'agriculture périurbaine dans sa valorisation, son maintien et son développement, avec une action éminemment économique, valorisation économique de cette agriculture périurbaine, en ayant d'abord une action foncière, un gel et une affirmation du statut de ces terres agricoles au sein du POS à l'époque, du plan d'occupation des sols, avec la valorisation de ce qui était ce qui était à l'époque les zones NC, c'est-à-dire les zones agricoles. La modernisation de cette agriculture, notamment avec la force publique qui va intégrer une modernisation de l'irrigation en mettant l'eau sous pression, la modernisation du réseau d'irrigation, la création d'un centre d'études techniques agricoles pour accompagner les agriculteurs vers un marché local. À l'époque où moi j'ai fait mes enquêtes, c'est-à-dire aux alentours des années 1995, 100% des agriculteurs étaient tournés vers des circuits longs de distribution. Grâce à l'action de ce CETA, aujourd'hui, l'intégralité des agriculteurs les 100% sont en circuit court. Donc une action pour relocaliser cette agriculture et la création d'une valorisation locale avec une marque territoriale, les jardins du pays d'Aubagne. Tout ça, donc, une réflexion qui est née à l'échelle communale, l'échelle d'Aubagne, mais qui s'est diffusée par la suite à l'ensemble du pays d'Aubagne, qui était une première forme de PCI qui aujourd'hui est intégrée à la métropole d'Aix-Marseille et qui a fait finalement boule de neige à l'échelle locale, un exemple de valorisation de cette agriculture périurbaine. Pour exemple, à la même époque, Perpignan a une même logique d'intégration de son agriculture périurbaine, mais non pas là par une approche économique, mais par une approche paysagère. C'est-à-dire qu'ils vont valoriser, maintenir et développer leur agriculture, non pas parce qu'elle est une économie locale forte à développer, mais parce qu'elle est garante de paysage. Par la suite, agriculture périurbaine, on en vient à un second temps, le temps de l'émergence de l'agriculture urbaine et des politiques publiques spécifiquement dédiées. Et cela se passe notamment parce qu'il y a un glissement à fin des années 90, début des années 2000, entre cette réflexion à l'échelle des intercommunalités et des EPCI, plutôt portée sur la périphérie et sur l'agriculture périurbaine, on va dire, mais il reste aussi des formes d'agriculture intra-urbaine, et notamment toute cette réflexion sur la multifonctionnalité va glisser sur des choses beaucoup plus intra-urbaines, et notamment sur les jardins familiaux qui étaient anciennement nommés les jardins ouvriers. Moi, j'avais fait ma thèse là-dessus, et donc il y a un glissement de l'agriculture périurbaine vers l'agriculture urbaine, et ce faisant,
il va avoir un glissement aussi sémantique. Le cadre de la multifonctionnalité va s'affiner et passer à des choses plus précises. Et c'est là que je passe la parole à ma collègue Julia. Ouais. Merci Jean-Noël. Oui, effectivement, comme Jean-Noël a évoqué, il y a effectivement un glissement de ces termes et une des premières définitions d'agriculture urbaine est celle de Donadieu et Fleury, et on peut reconnaître leurs travaux pionniers de l'École des paysages de Versailles, qui définissent en fait que l'agriculture périurbaine, elle devient urbaine si entretient avec la ville à la fois des relations spatiales, donc il se trouve à sa périphérie, mais aussi dans les espaces intra-urbains, mais aussi fonctionnels. Donc, si cette agriculture se tourne vers la ville pour répondre et à de nouveaux besoins urbains en termes de loisirs, paysages, éducation. Mais effectivement, il faut attendre plutôt les années 2012-2015 pour que les termes agriculture urbaine ils commencent à se référer plutôt à des formes qui se développent dans la ville, dans les espaces intra-urbains. Et on commence à remarquer qu'il y a une certaine diversité de ces formes et des fonctions qui y sont associées. Notamment quand on parle d'agriculture urbaine qui se développe dans les espaces plutôt intra-urbains et périurbains, on avait déjà une agriculture urbaine amateur, donc une agriculture qui s'est développée dans les jardins potagers privés ou dans les balcons, une agriculture urbaine collective, comme l'a évoqué effectivement Jean-Noël, à partir des jardins familiaux et de plus en plus à partir des années 90 des jardins partagés, donc une agriculture urbaine collective qui à but non lucratif, qui reposait sur des pratiques des habitants jardiniers. Mais ce qui s'est différencié en cette année, c'est la montée en puissance d'une agriculture urbaine dite professionnelle, c'est-à-dire l'émergence des fermes urbaines spécialisées ou multifonctionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs catégories, typologies, mais il y a un peu une tendance commune à définir des fermes urbaines professionnelles spécialisées, celles qui reposent surtout sur la production des produits. Et les fermes urbaines multifonctionnelles, celles qui reposent plutôt sur la création d'associations qui reposent beaucoup sur le bénévolat et qui fournissent des produits, mais surtout des services à la ville et aux citadins. Les villes, comment les collectivités territoriales, comment ils intègrent ces formes d'agriculture urbaine. Donc, les jardins, comme l'a évoqué Jean-Noël, les jardins collectifs, notamment les familles partagées, ils sont déjà, il y a plusieurs villes qui ont mis en place des programmes spécifiques pour mettre à disposition ces terrains à des habitants jardiniers. En revanche, pour ce qui concerne l'agriculture urbaine professionnelle, on a choisi un peu d'illustrer un peu un cas d'étude intéressant, donc une ville pionnière, celle de Paris, qui a mis en place une politique publique à faveur du développement de ces agricultures urbaines, et aussi il a impulsé la structuration d'un écosystème spécifique, celle des agriculteurs urbains professionnels. Celui du réseau de la FOP a été créé en 2016, au même temps que les lancements de ces programmes pariculteurs, parce qu'il a eu la nécessité pour ces acteurs aussi de capitaliser des informations, pouvoir comprendre comment pouvoir aller cultiver la ville. Parce que, comme l'a évoqué aussi le professeur Billet au début, il y avait un flou un peu juridique. Qu'est-ce que c'est un agriculteur urbain? Quelles sont les activités agricoles qu'on peut faire en ville? Sur quel foncier? On ne parle plus des terres agricoles, mais là on commence à parler des parkings, des toits, des friches, etc. Donc tous ces fonciers dédiés à l'agriculture urbaine se complexifient, et donc il y a une montée puissance en parallèle à la fois des collectivités territoriales, notamment la ville de Paris. Il met en place des boîtes à outils, à la fois pour monter eux en compétences pour accompagner ces agriculteurs urbains, mais aussi pour essayer en même temps modifier les normes et les règles
notamment pour permettre l'agricolisation de ces espaces. Et il lance en fait des appels à projets successifs dès 2016 jusqu'à 2026 pour mettre à disposition en fait des espaces qui sont propriété de la ville ou des partenaires publics et privés. Donc là, on rejoint aussi un point qui a été évoqué au début par le professeur Billet, parce que c'est une agriculture totalement publique, c'est souvent le cas, c'est hybride, c'est entre un partenariat public-privé. Et du coup, il y a actuellement, on peut compter sur Paris presque 900 Paris et l'agglomération, 900 projets. La plupart sont des jardins collectifs, mais il y a aussi environ 200 fermes urbaines multifonctionnelles et 80 fermes urbaines spécialisées. Donc, on voit bien qu'en 10 ans, ces programmes d'agriculture urbaine, il y a eu une émergence de toute une diversité de projets. Ce qui nous intéresse aussi avec Jean-Noël et d'autres collègues est sur la pérennité de ces mouvements de l'agriculture urbaine. Est-ce que c'est un engouement? Est-ce que c'est un boom? Est-ce que c'est quelque chose de passager? Ou c'est quelque chose qui peut s'inscrire de façon pérenne et durable sur les territoires urbains? Et nous, on a un peu émis l'hypothèse qu'effectivement, la pérennité de ces projets pouvait être lue à partir du degré de retranscription de ces agricultures urbaines, mais aussi de ces fonctions associées à ces agricultures urbaines dans les documents d'urbanisme. Et du coup, on a lancé un peu un chantier d'études. On a commencé par 240 documents d'urbanisme à l'échelle des l'Île-de-France, adoptés entre 2005 et 2021, pour voir quelle était la prise en compte de l'agriculture urbaine et aussi des jardins domestiques. Par rapport à l'agriculture urbaine, on s'est concentré plutôt sur des communes en marron sur la carte qui étaient autour de Paris pour voir aussi s'il y avait eu un effet d'entraînement au final de ces programmes pariculteurs et s'il y avait eu effectivement dans ces communes plus urbaines un intérêt pour ces agricultures urbaines et éventuellement lesquelles. Ce qu'on a remarqué, c'est que les jardins familiaux et partagés restent les formes d'agriculture urbaine qui sont plus prises en compte dans le document d'urbanisme. Et dans les pièces de documents d'urbanisme, surtout dans les rapports de présentation. Donc, la partie effectivement réglementaire reste encore très peu, sont très peu retranscrits dans ces documents parce qu'effectivement, il n'y a pas de définition unique. Il n'y a pas forcément des référentiels ou des références. Et du coup, c'est compliqué aussi de savoir comment retranscrire ces formes d'agriculture urbaine et dans les zonages, quels sont les zonages adaptés. La ville de Paris, par exemple, a fait un zonage spécifique par l'agriculture urbaine, mais ça reste en fait un peu un cas isolé. Et c'est qu'on voit aussi que les fonctions associées sont plutôt des fonctions environnementales, sociales et d'aménagement et très peu, par exemple, liées à l'alimentaire ou à l'alimentation. Ça, c'était un peu une surprise. En fait, on ne s'attendait pas forcément à ces résultats. Mais on a aussi émis l'hypothèse que si on recommence, en fait, si on refait cette étude peut-être dans quelques ans ou déjà en 2026, en sachant que le Covid est passé par là et du coup, il y a eu effectivement des enjeux alimentaires qui ont montré toute l'importance aussi des formes d'agriculture urbaine, notamment des jardins aussi, dans la lutte, par exemple, à la précarité alimentaire. Donc, on commence aussi de plus en plus à associer l'agriculture urbaine à des enjeux nourriciers et d'autoproduction, même si évidemment, il y a quand même l'idée que l'agriculture urbaine ne peut pas nourrir les villes ni ses habitants, mais quand même, il peut y participer. Donc, on imagine qu'effectivement, ces fonctions nourricières, il peut de plus en plus être présent. Et aussi parce qu'on passe un peu en troisième temps, qu'on va juste aborder rapidement parce que je pense que ça ferait l'objet un peu de ces 2 journées. L'effet que les collectivités commencent aussi à se saisir de plus en plus d'un renouveau des enjeux alimentaires dans un contexte, effectivement, on revient d'une crise sanitaire, mais aussi un contexte réglementaire qui remet l'accent et l'importance sur la relocalisation de la production dans un moment où aussi on a une diminution du nombre d'exploitations. Donc, on s'interroge qui nourrira la population de demain.
et aussi un contexte réglementaire qui invite aussi les villes et les territoires à réfléchir à l'alimentation d'une manière d'une gouvernance élargie à travers les projets alimentaires territoriaux. Et du coup, l'agriculture commence à se reterritorialiser, non plus dans les villes, donc à travers l'agriculture urbaine, on a parlé beaucoup, mais aussi à l'extérieur des villes. Et dans Paris, bon, la petite couronne, évidemment, tu as évoqué les cas des Genevièves, mais il y a d'autres cas, notamment la ville, par exemple, des Montrouge ou la ville de Villejuif, qui doivent aller chercher à 40 km, voire 150 km. Donc, la question, c'est quoi les locales, jusqu'à où on peut parler du local. Mais effectivement, ces villes, ils se tournent vers des espaces qui sont de leur propriété, donc des domaines agricoles dont ils disposaient, notamment la ville des Montrouge avait un site de Villouvette à 40 km, de 9 hectares, qui a été utilisé plutôt pour les centres de loisirs, pour faire des journées au vert. Et il souhaite réfléchir effectivement si il a un intérêt pour remettre une dimension aussi alimentaire et nourricière, ou la ville de Villejuif qui a vraiment acheté du foncier agricole, une ferme où elle a salarié l'ancien maraîcher, donc il est devenu un employé de la ville. Il y a 3 hectares en maraîchage pour en partie participer à la restauration scolaire, mais aussi faire des paniers, et aussi pour concilier avec une autre politique de la ville, parce qu'eux, ils voudraient mettre en place aussi un camping pour permettre de faire des séjours à la ferme aux enfants des écoles de la municipalité. Donc, en fait, c'est intéressant de voir qu'effectivement, on arrive dans ces temps où les villes avant, ils mettaient à disposition le foncier, et maintenant, ils s'engagent davantage dans des formes d'agriculture qu'on peut considérer urbaine ou... Oui, en fait, ce qu'on veut vous dire en conclusion, au regard et au prisme de nos disciplines, c'est que ce regard à la fois spatialisé mais inscrit dans le temps qu'on vous a proposé ici très rapidement montre que on est parti d'une situation, comme je le disais, à travers la matrice de la multifonctionnalité, mais cette matrice, elle s'appliquait à quelque chose qui était périphérique, l'agriculture périurbaine, qui, dans l'idée, séparait encore l'urbain du rural. Et puis, finalement, la question rurale, ou en tout cas agricole, est venue comme un angle d'attaque particulier pour regarder des choses et développer des choses au sein même de la ville. Et je pense qu'avec la question alimentaire qui monte là encore en puissance, on passe à une autre échelle, qui est réellement l'échelle territoriale, par-delà l'urbain et le rural. C'est comment des espaces qui sont certes différenciés dans leur fonction et dans leur fonctionnement font finalement un tout, fonctionne comme un tout, et notamment pour inscrire le local dans une autre échelle et dans d'autres dimensions. Nous vous remercions de votre écoute. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un temps pour des réactions un peu rapides ou des questions un peu rapides, et après on prendra un temps avec tous les intervenants une fois que la session sera terminée pour pouvoir poser des questions un peu plus de fond. On aura un deuxième temps de questions après les interventions. Et du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent déjà poser une question, intervenir, réagir? Constance, c'est ça. Ouais, si tu veux. Parce qu'on entendra, mais juste pour la captation. Oui, c'est juste pour la captation, sinon on n'entendra pas vos questions. Ouais. Je ne savais pas. Désolé pour le suspense. Oui, merci. C'était par rapport à la notion de spatialisation, et c'est surtout par rapport à des questions que j'ai pu rencontrer dans les thèses de ces deux dames sur ce point.
la question de la compatibilité en milieu urbain d'une activité agricole, dont on sait déjà qu'en milieu rural, il peut y avoir quelques tensions en dépit d'une certaine distance. Or là, on raccourcit les distances pour créer ce qu'on appelle en droit les troubles anormaux de voisinage, le cas échéant. Mais comment est-ce qu'on peut gérer, dans ce cadre-là, la pérennité, surtout l'acceptabilité de ce genre d'activité dans un milieu qui l'en a a priori chassé, puisqu'on a mis les fermes à la campagne et pas les fermes en ville, puisque c'est pas leur biotope naturel, dirait un écologiste. Si tu veux, je... Ouais, commence. Oui, non, je commencerai parce que ça te lancera sur un sujet qu'on traite tous les deux. En fait, une des réponses sur laquelle on travaille avec Julia depuis de nombreuses années, c'est l'intégration par le paysage. C'est-à-dire comment ces espaces-là, on a fait une grande enquête qu'on a du mal à publier, mais on a fait faire une grande enquête, un grand questionnaire en essayant de montrer comment finalement les espaces, les formes d'agriculture urbaine sont perçues en tant que paysage de la ville, avec l'hypothèse derrière quand même qui peut être considérée un peu comme néolibérale, mais on l'assume pleinement que en fait ces espaces-là participent aussi d'une forme de renaturalisation de la ville, mais gérée par des initiatives privées, y compris l'associatif, c'est du privé, et donc qui fabrique du paysage que chacun peut voir ou appréhender à sa manière, mais pas forcément avec du denier public derrière. Donc il y a cette idée-là. Et à vrai dire, derrière l'hypothèse du paysage, il y a des réponses qui sont extrêmement variables en fonction des types de paysages que cela produit. On a travaillé sur des questionnaires photographiques, etc. Et notamment, ça c'est l'ancien toit d'AgroParisTech, mais l'agriculture sur toit qui est très peu perçue, est finalement très peu considérée si on la montre depuis l'extérieur, parce qu'en général on la voit pas, mais dès lors qu'on pose la vue à l'intérieur et dans le jardin que cela crée, c'est perçu très positivement. Donc il y a cette question d'acceptabilité par le paysage que cela crée, même s'il y a une mise à distance, mais il n'y a pas forcément une pratique, mais ça participe d'une aménité urbaine. Ça, c'est une hypothèse. Et puis, il y a des actions, et je laisserai Julia compléter là-dessus, mais les formes d'agriculture urbaine, pour la plupart, travaillent à ce lien, à cette acceptabilité, notamment à travers leurs actions qui sont ouvertes. Par exemple, la ferme urbaine la plus emblématique, qui est celle de la ferme du Bonheur à Nanterre, c'est une ferme qui fait la plupart de son activité sur son activité de teuf, c'est comme ça, de fête en fait, d'animation territoriale là sur le fait de faire la fiesta. Donc c'est pas forcément c'est l'agriculture qui est la plus visible. Je te laisse. Oui, juste deux éléments pour compléter. Je pense que la différence, c'est aussi que l'agriculture urbaine, en tout cas certains fonds d'agriculture urbaine, ils essayent aussi de réparer certaines nuisances de la ville, notamment la pollution des sols. Donc, ils retravaillent sur la reconstitution du sol fertile. Ils donnent effectivement la protection de la biodiversité, donc des externalités positives en essayant de diminuer effectivement les externalités négatives, en sachant qu'ils sont des agricultures sans pesticides, etc. Donc, par rapport à l'agriculture, c'est quand même une agriculture qui repose, en tout cas, sur des principes et des valeurs qui sont très marqués par la protection de la biodiversité, le respect de l'environnement, l'accueil du public, etc. Après, on peut pas, c'est pas tous les fonds d'agriculture humaine qui sont de cette manière, mais la plupart. Et aussi, l'agriculture urbaine, c'est issu d'un compromis souvent. En fait, il y a des éléments paysagers, notamment, que des fois, ils posent question, notamment les serres, les tunnels, etc. Donc, on a vu, par exemple, il y a des projets qui ont été retoqués à la baisse
parce que c'est des nuisances entre guillemets esthétiques. Et du coup, en fait, il a eu un compromis entre la production et les paysages, en tout cas produits et construits par ces lieux, et d'autres activités qui pouvaient effectivement rendre ces fermes. Et du coup, souvent, on retrouve des compromis entre les agriculteurs urbains et les populations qui vivent autour. Donc ça, c'est plus fort, peut-être plus marqué que... Oui, merci pour cette intervention. Une petite question parce que tout à l'heure, Giulia, tu as dit que dans la deuxième phase sur l'agriculture urbaine, on ne voyait pas toujours la fonction alimentaire. Et pourtant, on avait été assez surpris, notamment des travaux de Maxime Marie, qui est géographe lui aussi, et qui a pu montrer que sur un quartier très marqué du point de vue socio-culturel dans la région de Caen, si mes souvenirs sont bons, il avait à peu près évalué à 10%, disons que l'alimentation des personnes, des familles qui vivaient là, pour 10% était issue des jardins, collectifs ou individuels d'ailleurs, c'était les deux. Et c'est un travail qui a été fait un peu après ou au même, juste avant, un petit peu avant, un petit peu après du Covid. Et c'était très très intéressant parce que ça montrait qu'en cas de crise, éventuellement dans certaines localités, il y avait un lien direct entre alimentation et jardin, ce qui généralement est un peu galvaudé, puisqu'on dit non, il n'y a que l'agriculture professionnelle qui peut produire de l'alimentation. 10%, c'est quand même pas négligeable. Non, merci pour cette remarque, parce que ça me permet effectivement de préciser. C'est que je disais que nous, on était surprises d'avoir pas trouvé dans les documents d'urbanisme la fonction alimentaire et nourricière associée aux agricultures urbaines, justement parce qu'il y a des études, notamment c'est Maxime Marie, qui montrent l'importance des potagers dans l'alimentation. Donc l'effet que dans les documents d'urbanisme n'était pas reconnu en fait comme fonction associée, ça nous surpris, mais on s'est dit peut-être qu'après le Covid et après les villes, il évolue aussi leur regard vis-à-vis des agricultures urbaines qui, pour le moment, en tout cas région parisienne, étaient plus associées à des fonctions sociales et environnementales. En tout cas, dans le cas de Paris et Petite Couronne, qui s'explique aussi parce que là, effectivement, c'est très dense. Donc, on parle aussi d'autres densités, d'autres configurations urbaines, un tissu peut-être plus dense. Donc, peut-être pour ça aussi que ces fonctions nourricières ne sont pas reconnues, en tout cas dans les documents d'urbanisme. Oui, je crois que dans ce deuxième temps qui est en train d'évoluer à travers les projets alimentaires territoriaux, c'est que il y a quand même encore cette tendance qui reste très fortement comme critique des agricultures urbaines, territoriales, périurbaines, enfin en tout cas urbaines, c'est que la critique elle est quantitative. C'est-à-dire de dire ça nourrira jamais la ville, mais c'est pas la question en fait, et on le voit dans les pâtes montées, c'est comment ces agricultures urbaines questionnent l'alimentation, sont des sas sur l'alimentation, alors non pas en termes quantitatifs, en termes de volume de production, parce que là c'est pas comme ça qu'il faut questionner les choses, mais en termes d'interrogation par des populations diverses à la question alimentaire, là c'est la bonne entrée. Et notamment on a beaucoup travaillé par ailleurs sur cette question-là, mais dans un jardin aussi petit soit-il, dans une forme d'agriculture urbaine aussi petite soit-il, même s'il y a un pied de tomate, la tomate qui est produite par le jardinier, c'est pas la même tomate que la tomate achetée. Donc, elle a une valeur symbolique et donc alimentaire qui est tout autre. Et donc, de fait, c'est ce sas-là, c'est ce questionnement qui, à travers la production connue et maîtrisée de bout en bout, qui devient véritablement une vitrine sur la question agricole et alimentaire de façon qualitative. Et je crois que ça, les politiques publiques progressivement le considèrent.